Pour moi, tu étais, comment te dire, rien, aucune comparaison ne soutient la vérité. Tu étais tout. Oui, ma vie entière. Le monde n'avait de réalité que parce que tu existais. Et ma propre existence ne valait la peine d'être vécue que parce qu'elle élevait mon esprit à toi. Tu métamorphosas ainsi mon quotidien. Avant, j'étais une élève moyenne. L'école m'ennuyait, mais je devins subitement la première de ma classe. Je lus des milliers de livres jusque tard dans la nuit, parce que je savais que tu les aimais. Et je commençai même, à la plus vive surprise de ma mère, à étudier le piano avec une implacable ténacité, parce que j'étais convaincue que tu aimais la musique. Je prenais le plus grand soin de mes vêtements, j'en recousais le moindre accroc, le moindre bouton, afin de toujours me montrer agréable et soignée à tes yeux. Je trouvais insupportable que ma vieille blouse d'écolière, taillée dans une robe d'intérieur usagée de ma mère, soit rapiécée sur sa gauche. Je redoutais que tu ne le remarques et ne me méprises. C'est pourquoi je plaquais toujours mon cartable dessus quand je montais chez nous, tremblant de peur que tu ne le voies. Combien cette angoisse était insensée. Jamais tu ne m'as regardé, ou si peu. Surtout, je passais la journée, toute la journée, à t'attendre, les sens aux aguets. Il y avait sur notre porte un œilleton rond en laiton par lequel je pouvais voir jusque chez toi. Cet oculaire, c'était l'œil que je jetais sur le monde. S'il te plaît, ne souris pas, mon amour, je t'en conjure. Aujourd'hui encore, je n'ai pas honte de ces heures contemplatives. Pendant des mois, durant toutes ces années, je restais à l'affût dans notre vestibule glacé, redoutant à chaque instant la colère de ma mère. Un livre entre les mains, je passais des après-midi entiers dans l'attente, tendue comme une corde de violon, et me sentant appelée sitôt que je ressentais ta proximité. Je t'accompagnais sans cesse par la pensée, toujours dans l'espérance et sur le qui-vive. Pourtant, tu ne percevais pas plus ma tension que tu ne percevais celle du ressort de la montre logée dans ta poche qui patiemment, dans l'ombre, décompte ton temps et rythme ton pas avec la discrétion des battements d'un cœur. Mais ton regard n'effleure son cadran qu'une seconde sur des millions qui tic-tac inlassablement. Je savais tout de toi, je connaissais tes moindres habitudes, chacun de tes costumes et cravates. Je connus et réussis bientôt à distinguer tes amis les uns des autres, et je les répartis entre ceux que j'aimais et ceux que je n'aimais pas. Voilà comment, pendant 3 ans, jusqu'à mes 16 ans, je vécus incessamment en toi. Ah, quelle folie n'ai-je pas commise en ton nom! Je baisais la poignée de porte que ta main avait touchée. Je volais dans la rue un bout de cigare que tu avais jeté et qui, ayant été au contact de tes lèvres, me fut sacré. Dans la soirée, 100 fois, je descendais dans notre rue sous un prétexte fallacieux pour lever les yeux vers tes fenêtres, voir dans quelle pièce il y avait de la lumière, et ainsi te savoir présent, mais à mes yeux invisible. Pendant les semaines où tu étais parti, l'angoisse me serrait le cœur quand je voyais ce bon Johan descendre ton sac de voyage en toile marron. Je dépérissais, ma vie était perdue et n'avait plus de sens. J'errais sans but, grincheuse, morne et de mauvaise humeur. Mais je devais rester vigilante afin que ma mère ne remarque pas mon désespoir, à mes yeux rougis par les larmes. Je suis consciente de te relater des emballements grotesques et des égarements puérils. Je devrais en avoir honte, or non, car jamais mon amour pour toi ne fut plus pur et plus passionné que lors de ces exacerbations sentimentales d'adolescente. Pendant des heures et des jours, je pourrais te raconter comment j'ai vécu étroitement avec toi, qui de vue me connaissais à peine. Si d'aventure je te croisais dans les escaliers et que je ne puisse t'éviter, par crainte de rencontrer ton regard ardent, je passais en courant tête baissée pour éviter de m'y brûler. Pendant des heures et des jours, je pourrais reconstituer le passé depuis si longtemps enfui et dérouler devant tes yeux le calendrier de ta vie. Mais je ne veux pas épuiser ta patience ni te lasser. Je vais cependant te confier mon plus beau souvenir d'adolescente. Ne te moque pas de moi, s'il te plaît, parce que, si anodin soit-il, il m'éleva à l'infini. Ce devait être un dimanche. Tu étais en voyage. Ton domestique traînait les lourds tapis qu'il venait de battre par la porte grande ouverte de ton appartement. Il avait bien de la peine, ce brave homme, et, par je ne sais quelle impulsion audacieuse, je m'approchai et lui proposai mon aide. Il fut surpris, mais il accepta. Ainsi découvris-je, avec quelle déférente et profonde vénération, l'intérieur de ton appartement, ton univers, le bureau où tu avais l'habitude de prendre place et sur lequel se trouvait un vase en cristal bleu où s'épanouissaient des fleurs, tes meubles, tes tableaux et tes livres.
Ce ne fut qu'un bref regard à la dérobée dans ta vie, car ton fidèle Johan m'aurait certainement empêché de pénétrer plus loin dans ton intimité, mais cela me suffit à découvrir toute une atmosphère dont je pus nourrir rêverie et rêve continu de toi. Cet instant fugace fut le plus heureux de mon adolescence. Je voulais te le raconter pour que toi qui ne me connais pas, tu réalises jusqu'à quel point une vie fut suspendue et sacrifiée à ta personne. Il me fallait te le raconter, et en même temps te relater le pire moment de mon existence qui malheureusement lui succéda si vite. À toi consacré, désormais tu ne l'ignores plus, j'étais absente du reste du monde, ne prêtais plus attention à ma mère et ne m'intéressais plus à personne. Je ne remarquais donc pas qu'un homme entre deux âges, un commerçant d'Innsbruck et lointain parent par alliance du côté maternel venait plus souvent chez nous. Et il séjournait aussi plus longtemps. Je n'y trouvais rien à redire, car il conduisait parfois ma mère au théâtre, ce qui me permettait de rester seule à la maison, de penser à toi et te guetter. Ma suprême félicité. Mais un jour, ma mère m'appela, avec bien des manières, dans sa chambre. Elle voulait avoir une conversation sérieuse avec moi. Je pâlis, mon cœur cogna à grands coups. Avait-elle soupçonné, puis deviné quelque chose? Ma première pensée alla vers toi, mon secret qui me liait au monde. Ma mère aussi était gênée. Elle m'embrassa, c'était inédit, tendrement. Une fois, deux, me fit asseoir à côté d'elle sur le sofa, puis commença à m'expliquer avec hésitation et quelque embarras que son parent, il était veuf, l'avait demandé en mariage et qu'elle avait décidé essentiellement pour mon bien de l'accepter. J'eus le cœur en effervescence, une seule pensée jaillit dans mon esprit, toi. Mais nous restons quand même dans cet immeuble à Vienne, eus-je à peine la force de bredouiller. Non, nous allons déménager à Innsbruck. Ferdinand y a un bel hôtel particulier. Je n'en entendis pas davantage, tout devint noir autour de moi. Je compris peu après que je m'étais évanouie. J'entendis ma mère expliquer à voix basse à mon beau-père, qui attendait derrière la porte, que j'aurais subitement reculé, bras en croix, et que je serais tombée comme du plomb. Je ne peux te décrire l'ambiance des jours suivants, marquée par ma rébellion d'adolescente impuissante contre la volonté maternelle toute puissante. Aujourd'hui encore, je frémis rien qu'à ce souvenir. Ma main tremble tandis que j'écris ces mots. Divulguer mon secret était impossible. Aussi ma résistance était-elle perçue comme de l'obstination, de la méchanceté et de la désobéissance. Personne ne m'adressait plus la parole. Tout se déroulait à mon insu. On profitait que j'étais en classe pour organiser le déménagement. Chaque jour, chaque fois que je rentrais de l'école, je constatais qu'un meuble ou un quelconque objet avait été emporté ou vendu. Je vis ainsi notre appartement peu à peu démantelé. Et de là, ma vie se délitait. Une fois de retour à l'heure du déjeuner, je constatais que les déménageurs étaient passés et avaient tout emporté. Dans les pièces désormais vides ne se trouvaient que nos malles et 2 lits de camp. Ma mère et moi, nous devions passer là une nuit, la toute dernière, avant de nous mettre en route pour Innsbruck dès l'aube. Lors de cette ultime journée que je passais à Vienne, je compris avec une certitude absolue que jamais je ne pourrais vivre loin de toi. Mon seul salut, c'était toi. Comment cette pensée se forma-t-elle dans mon esprit? D'ailleurs, avais-je encore toute ma lucidité dans ces heures de désespoir? Je ne pourrais jamais le dire, mais soudain, ma mère n'était pas à la maison. Je me levai, et sans retirer ma blouse d'écolière, je sortis de chez nous et me dirigeai chez toi. Non, que dis-je? Une force magnétique me propulsa tremblante de tous mes membres, mais le pas raide et mécanique jusque sur le seuil de ta porte. Entre nous soit dit, je ne savais pas quelle grâce te demander. Tombé à tes pieds, te supplier de me garder comme servante, comme la plus humble, la dernière des servantes. Je crains que tu ne souris devant cette impudique exaltation d'une fille de 15 ans. Mais tu cesserais de sourire, mon amour, si tu m'avais vu transi sur ce palier glacé, pétrifié par la peur, et en même temps mu par une force irrépressible. Si tu avais vu mon bras figé s'arracher de mon flanc pour se lever, une lutte de quelques terribles secondes d'éternité, et mon index presser le bouton de la sonnette. Aujourd'hui encore, j'entends son timbre grêle et le silence qui s'ensuivit, où mon cœur s'immobilisa, mon sang se glaça, et où, aux aguets, j'attendis ta venue. Mais tu ne vins pas, personne ne vint. Cet après-midi-là, tu étais absent.
Johan était sorti faire des courses. Je revins donc à l'aveuglette dans notre appartement vide et anéanti, le son fatidique et funèbre résonnant toujours à mon oreille, accompagnant le martèlement de mon cœur et le rugissement de mon sang. Épuisé, je me jetai sur un plaid. Ces 4 pas m'avaient autant épouvanté que plusieurs heures de marche dans une neige profonde. Toutefois, sous l'épuisement, couvait le feu de ma détermination à te voir, te parler avant que l'on ne m'arrache à ces lieux. Je te jure que ce désir n'avait rien de charnel, car de la sensualité j'ignorais encore tout, parce que je ne faisais que penser à toi. Tout ce que je voulais, c'était te voir une dernière fois, m'accrocher à toi. Je t'ai attendu toute la nuit, une longue et terrible nuit, mon amour. À peine ma mère se fut-elle couchée endormie, que je me glissai dans le vestibule pour tendre l'oreille et guetter ton retour. Toute la nuit, une nuit de janvier glacial, je t'ai attendu. J'étais fourbue, j'avais mal partout, mais il n'y avait plus ni fauteuil ni chaise où prendre un peu de repos. Je m'allongeai de tout mon long sur le sol dur et glacial, m'exposant au courant d'air qui passait sous la porte. C'est seulement vêtue de ma chemise de nuit que je m'étendais, sans prendre de couverture de peur de me réchauffer, de m'endormir et ainsi de manquer le bruit de ton pas. Je souffrais, je joignais les pieds convulsivement, je grelottais de tous mes membres. Sans cesse, je devais me lever, car le froid de ces terribles ténèbres m'engourdissait les membres. Mais j'attendis. Oh oui, j'attendis, avec autant de ferveur que si j'avais attendu mon destin. Enfin, il devait déjà être 2 ou 3 heures du matin quand j'entendis la porte d'en bas s'ouvrir, puis des pas dans l'escalier. Le froid qui me réfrigérait vola aussitôt en éclats, et c'est bouillonnante d'ardeur que je me levai, puis doucement entr'ouvris notre porte afin de venir à ta rencontre, tomber à tes pieds et... Je ne sais pas ce que l'adolescente trop exaltée de cette époque aurait fait. Les pas se rapprochaient, la lueur d'une bougie perça la nuit. Tremblante, je serrai la poignée. Était-ce bien toi? Oui, c'était toi, mon amour. Mais tu n'étais pas seul. J'entendis un rire de gorge étouffé, le bruissement d'une robe de satin et le murmure de ta voix. Tu rentrais en galante compagnie. Comment ai-je survécu à cette nuit? Je n'en sais rien. Le lendemain, à 8 heures, on m'emporta à Innsbruck, plus morte que vive. Mon enfant est mort hier dans la nuit. De nouveau, je vais être seule, du moins, s'il est écrit que je doive continuer de vivre. Demain, des inconnus, frustes et de noir vêtus, apporteront le cercueil où sera couché mon unique enfant, mon pauvre petit. Des amis viendront peut-être aussi avec des couronnes, mais que sont des fleurs sur un cercueil? Ils me consoleront et prononceront des paroles banales, des mots seulement. Que des mots. Que puis-je en faire? Des mots passés, ma solitude restera. Et rien n'est plus terrible que de se sentir seul au monde. Autrefois, pendant les 2 années interminables que je passais à Innsbruck, j'en fis la cruelle expérience. De mes 16 ans à mes 18 ans, je vécus enfermée, repliée sur moi-même. Mon beau-père, calme et peu loquace, était bienveillant avec moi, et ma mère semblait prête à exaucer mes moindres désirs, comme pour expier une injustice dont elle n'avait pas clairement conscience. Les garçons de mon âge s'empressaient autour de moi, mais je les repoussais avec une constance passionnée. Je me refusais au bonheur et au contentement, parce que j'étais loin de toi. Je m'exilais en des régions crépusculaires de solitude et de pénitence. Je ne portais pas les toilettes pimpantes que l'on m'achetait. Je refusais d'aller au concert ou au théâtre, de sortir en joyeuse compagnie. C'est à peine si je quittais notre petite rue. Croiras-tu, mon amour, si je te dis que Innsbruck, où je séjournais pourtant 2 ans, je ne connais pas 10 rues. J'étais en deuil, ainsi en avais-je décidé. Je m'enivrais des privations que je m'imposais et qui s'ajoutaient à la privation de ton regard. Je ne voulais surtout pas me laisser distraire de ma passion, de ne vivre qu'en toi. Je restais seule à la maison pendant des heures, des jours entiers, et je passais mon temps à penser à toi. Je ravivais sans cesse, encore et toujours, les 100 petits souvenirs que je gardais de toi, chaque rencontre, chaque attente, me les donnant en représentation comme au théâtre. Si mon adolescence s'est imprimée avec tant de feu dans ma mémoire, c'est que sans cesse je l'ai ressassée sans relâche. J'éprouve ainsi chaque seconde et chaque minute du passé avec autant de vigueur que si leur étincelle avait mis hier le feu à tout mon sang. Oui, à cette époque, je ne vécus que par toi et en toi. J'achetais tous tes livres. Il suffisait que ton nom soit dans le journal pour que j'aie le cœur en fête.
Me croiras-tu si je te confie que je suis capable de réciter tes romans de mémoire, tant je les ai lus et relus. Si par extraordinaire on me réveillait au cours d'une nuit, si l'on m'en donnait une phrase détachée de son contexte, encore maintenant, 13 ans plus tard, je pourrais enchaîner la suite sans marquer d'hésitation, comme en état d'hypnose. Ainsi chaque mot écrit de ta main était mon évangile et mon credo. Le monde n'existait que parce qu'il me liait à toi. Je prenais connaissance dans les journaux viennois, des concerts ou des premières, dans le seul but de deviner lesquels t'intéresseraient. Et le soir venu, je t'y accompagnais par la pensée. Maintenant, il entre dans la salle, maintenant, il y prend place. 1000 fois, je me plus à ce fantasme, parce qu'une seule fois, je t'avais vu à un concert. Mais à quoi bon te relater ces exaltations si tragiques et sans espoir, l'allégresse de mortification d'une adolescente dans le plus parfait renoncement de son être? Pourquoi les raconter à qui ne les a jamais soupçonnées et n'en a jamais eu connaissance? À propos, étais-je encore une adolescente à cette époque? J'ai eu 16 ans, j'en eus 18. Dans la rue, les jeunes gens commençaient à se retourner à mon passage, mais ils ne faisaient que m'exaspérer. Aimer un autre que toi, ou se complaire seulement dans le jeu de l'illusion romanesque de l'amour, était à mes yeux une étrangeté si inexplicable et si inconcevable que sa seule tentation représentait un péché. La passion que j'éprouvais envers toi demeura immuable, tout en se métamorphosant pour devenir plus charnelle et brûlante, parce que je devenais femme et m'éveillais à mes sens. Ce que l'adolescente ne pouvait deviner, dans son désir confus et dans son ignorance, ce qu'elle ne pouvait savoir quand jadis elle alla sonner chez toi, se concentra sous la forme d'une idée fixe, t'offrir mon corps, me donner à toi. On disait de moi que j'étais timide et renfermée, mes lèvres étaient scellées sur mon secret. Mais du plus profond de mon être montait une volonté implacable. Toutes mes pensées, tous mes désirs étaient tendus vers un but, revenir à Vienne, revenir à toi. J'imposais ma volonté si extravagante et si incompréhensible parut-elle à mon entourage. Mon beau-père était riche. Il me considérait comme sa fille, mais je restais inflexible et persistais à vouloir gagner ma vie par mes propres moyens. J'obtins enfin de revenir à Vienne, où je serais vendeuse chez un parent qui possédait un grand magasin de confection. Sais-tu où mes pas me portèrent sitôt que par un soir d'automne brumeux j'arrivai? Enfin, à Vienne, je laissai ma malle à la gare, me précipitai dans un tramway. Le trajet fut d'une infinie longueur, chaque arrêt me crucifiait. Et courus jusqu'à ton immeuble, il y avait de la lumière à tes fenêtres, mon cœur bondit jusqu'à toi. Et la ville, jusque-là réduite à l'état de chaos, d'inconnu et d'absurde, prit forme et sens et s'anima. Je revenais à la vie maintenant que je te savais proche, toi, mon rêve d'éternité. Mais je ne savais pas qu'à cet instant où la mince vitre séparait mon regard ébloui de toi, j'étais en réalité aussi loin de tes pensées que par-delà les vallées, les montagnes et les rivières. Je gardais éperdument les yeux levés, rivés à ta fenêtre. Là était la lumière, là ton immeuble, et toi. Tout mon univers. Pendant 2 ans, j'avais rêvé de cet instant. Mon désir s'était enfin réalisé. Je passais cette longue soirée douce et nuageuse sous tes fenêtres, jusqu'à ce que les lumières de chez toi s'éteignent. C'est seulement après que je cherchais l'adresse des parents qui devaient m'héberger. Tous les soirs, je vins sous tes fenêtres. Je travaillais au magasin chaque jour jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Mon emploi était ingrat et fatigant, mais je l'aimais, car mon agitation journalière apaisait mes tourments intimes. Dès que j'entendais le fracas des rideaux métalliques que l'on baissait devant la vitrine, je courais à mon rendez-vous bien-aimé. Te voir seulement une seule fois te rencontrer. N'obtenir que la grâce d'embrasser du regard de loin ton visage. Une semaine plus tard, enfin, je te rencontrai, et à l'improviste. Je fixai tes fenêtres lorsque tu traversas la rue. À ta vue, je redevins soudain une adolescente. J'eus de nouveau 13 ans, et je sentis mon visage s'enflammer.